Nous sommes en direct du studio numéro 2 de la télévision Espoir 47 depuis la ville de Thiévié dans la préfecture de Zion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au plateau de l'émission Grand Jury. Le rendez-vous de ce mardi 7 avril 2015 va être consacré à l'actualité sociopolitique à 18 jours du scrutin présidentiel dans notre cher pays, le Togo. De la bagarre des membres de la CENI autour de la configuration du bulletin de vote et sur le mode de transmission des résultats de l'élection présidentielle, au bras de fer entre le gouvernement et la synergie des travailleurs du Togo STT avec sa marche citoyenne de ce mercredi, passant par la tentative de suicide de Mohamed Loum, la pièce maîtresse de l'affaire des incendies des marchés de Kara et Lomé. L'actualité togolaise suscite beaucoup de débats et c'est avec les confrères en studio Idelphonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe, et Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour chers invités. Bonjour. Bonjour Rodrigue. Et surtout, merci pour la disponibilité. Nous allons scruter avant le débat la une des journaux parus ce mardi. Et commençons donc par Le Soleil en son numéro 450 dans les kiosques ce matin qui titre « Report de la grève de la synergie au 8 avril 2015. La STT prêche en eau trouble ». Article à lire à la page 3 du journal. Politique sociale du chef de l'État, Faure Gnassingbé, fait du Zion une priorité. Et c'est avec une photo du président de la République avec sa délégation à la rencontre de la population. Crise sociale récurrente, Hubert Atouyo, président de la défense de notre cause commune, s'exprime. Titre Le Soleil, article à lire à la page 2 du journal. Prolongement du congé scolaire de Pâques, le gouvernement rassure parents et élèves. Présidentielle du 25 avril, les choses sérieuses commencent, écrit Le Soleil. Mécanisme de l'agriculture togolaise. Le ministre Agadazi réaffirme l'engagement du chef de l'État à accompagner les paysans. Et pour finir, sport, Coupe CAF, l'AS Togo Port tombe les armes à la main. Et ça, c'est pour la une du journal Le Soleil. L'alternative de Mensa Haïté qui est dans les kiosques, donc Ferdinand Haïté qui est dans les kiosques ce matin également, titre à ça une fichier électoral, l'OIF sur le point de claquer la porte, la France s'inquiète fort sous pression et c'est avec la photo de Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis CENI, les dessous de l'expulsion de l'expert de l'Union européenne, article à lire à la page 3 du journal. Dossier Bertin Agba, le pouvoir togolais débouté en Grèce, nous apprend l'alternative. La STT maintient sa manifestation de demain. Article à lire à la page 3 du journal qui écrit Dr Tcholignanou, donc qui reprend une citation de Dr Tcholignanou. La marche de demain n'est plus seulement une marche des travailleurs, mais celle du peuple, celle de la liberté. Point de suspension. Et puis, rubrique politique du journal L'Alternative, rapport de la coalition internationale, tournons la page. Faure Gnassingbé, 88% des Togolais n'ont connu que votre père et vous au pouvoir. Point de suspension, goodbye, point d'exclamation. Donc, écrit L'Alternative. Chronique politique, si l'État n'est pas fort, ce n'est pas bon pour nous, ni pour lui-même. Octave Nicke-Broom, le vrai théoricien de la délinquance étatique, écrit l'alternative. Et puis, ambiance au sein du gouvernement, Kakonou Boukpo ne supporte plus les entre-griffes médiocres. Et ça, c'est pour l'alternative de Ferdinand Haïté. Et pour finir, l'Union pour la patrie également. L'Union pour la patrie également dans les kiosques, en son numéro 799 de ce mardi, qui écrit une brigade de contrôle instituée pour l'enseignement supérieur privé. Des contrôles inopinés à organiser périodiquement dans les établissements. Et c'est avec la photo du ministre Octave Nicke-Broom de l'enseignement supérieur. Consommation de tabac dans les pays sous-développés, une autre source d'appauvrissement des familles, écrit par l'Union, donc l'Union pour la patrie. Cinéma, histoire, le jour où Hitler a failli être tué en 1939. Analyse juridique sur la gestion du contentieux de la campagne électorale. Les juges constitutionnels sont plutôt garants de la sincérité de l'élection et non de sa moralité, écrit le journal L'Union pour la patrie. Et puis, avec le programme pilote des services à la personne, la NPE veut humaniser les conditions de vie
de travail et de traitement des travailleurs domestiques. Et pour finir, année scolaire 2014-2015, malgré les 4 semaines de bonus pour les congés de Pâques, pas d'inquiétude sur la bonne tenue des examens de fin d'année, rassure le gouvernement. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux parus ce matin, l'Union pour la patrie, l'Alternative et Le Soleil. Rendez-vous donc dans les kiosques au prix unique de 250 francs CFA si je ne me trompe pas. Revenons autour de ce plateau pour une fois encore saluer le plateau, donc nos invités. Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Et voilà, bonjour également Ibrahim Acha. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce moment. Et voilà, je reste avec vous pour aborder ce sujet relatif au secteur de l'éducation. C'est vrai que ce matin, on s'attendait à voir les enfants dans les classes, donc retourner dans les établissements scolaires, sauf qu'en fin de semaine, on a suivi un communiqué du gouvernement qui a reporté la rentrée au 4 avril prochain. Oui, effectivement, et vous et moi, nous avons suivi sur nos petits... Je dirais plutôt au 4 mai, c'est ça, au 4 mai prochain. Nous avons suivi ensemble le comité du gouvernement qui prolongeait les congés de Pâques de 4 semaines encore. Normalement, les élèves devaient être dans les classes aujourd'hui, mais ce matin, ils sont passés un peu partout. Dans la ville, nous avons sillonné certains établissements et c'était un silence de mort, c'est-à-dire que les élèves n'ont pas repris les classes, donc c'est par rapport au report de cette rentrée de Pâques que les élèves n'étaient pas dans les classes. Donc, il faut dire que c'est pour, selon le gouvernement, c'est pour préserver le climat de paix et de sécurité durant les périodes électorales. Vous savez que cette fin de trimestre a été beaucoup plus agitée. Les élèves sont sortis dans les rues, les élèves se sont livrés à des manifestations de rue, il y a certains même qui ont évolué dans du vandalisme et dans l'incivisme. Donc tout ceci n'est pas de nature à assurer un climat de paix, un climat de tranquillité durant cette période sensible des élections. Donc c'est ce qui a amené le gouvernement à demander aux élèves de rester à la maison pour 4 semaines, le temps que le Togo aille à ces élections. Mais s'il faut revenir sur l'avis du journaliste que je suis, je dirais que parmi les possibilités, il y a plusieurs possibilités. Le gouvernement a opté pour une possibilité que je ne trouve pas beaucoup plus normale par rapport à l'avenir que nous voulons assurer aux élèves dans notre pays. Parce que quand on ferme les écoles pendant 4 semaines, vous voyez que ça démotive et certains élèves peuvent être tentés de commencer des petits business. Et vous savez que quand on est en face de l'argent pour revenir encore vers le circuit normal des études, ça serait un peu plus difficile. En dehors de ça aussi, il faut faire relever aussi le fait que les examens de baccalauréat seront harmonisés dans l'espace CEDEAO. Et donc, on court le risque que à la rentrée, lorsqu'il y aura ces examens, lorsque les autres pays qui n'ont pas connu ces crises, ces grèves à répétition, seront amenés à fixer une date pour la tenue de ces examens, que le Togo ne soit pas prêt parce qu'il y a déjà un retard qui a été accusé. Même si le Togo s'évertuait à aller à ces examens, à organiser ces examens à la même date que la date retenue au niveau de l'espace communautaire, je pense que les élèves partiront avec beaucoup d'handicaps. Donc il faut dire que lorsqu'on a repoussé aussi de 4 semaines cette rentrée, que le gouvernement ne dorme pas sur ses lauriers, penser qu'il faut s'occuper seulement des élections. Il faut aussi commencer par chercher des passerelles, réfléchir profondément sur la grogne sociale, sur la situation des travailleurs, puisque quand il y a grève, c'est parce qu'il y a eu grève, parce que les travailleurs ont estimé à un moment donné que leur salaire était l'un des plus bas et qu'il fallait faire des efforts pour revaloriser leur salaire. Donc le gouvernement devait s'atteler aussi à cette tâche, c'est-à-dire à chercher à discuter avec les travailleurs et surtout à chercher des solutions qui soient pérennes, à mon avis, à ce problème de revendication de la STT. Voilà, en tout cas 4 semaines, Ildefonse, pour les élèves, rester à la maison, peut-être à mettre à profit pour étudier encore, mais 4 semaines selon vous, est-ce que, puisque certains acteurs estiment que ça cache quelque chose? Je crois qu'Ibrahim a soulevé un coin du voile. Il a trouvé que
personnellement en tant que journaliste, cette décision du gouvernement togolais n'est pas celle qui doit harmoniser le bon devenir des apprenants togolais. Je crois, pour ce qui me concerne, que le gouvernement togolais est dans une dynamique d'improvisation, et tout ce que vous improvisez, quand il faut l'analyser, tombe toujours dans l'échec. Moi, quand j'ai suivi ou appris avec indignation cette décision gouvernementale... Avec indignation? Indignation, je le dis, hein, je le précise. Cette décision du gouvernement togolais, je me suis dit que ceux qui ont pour mission de présider à la destinée de l'État togolais, et plus particulièrement ceux qui gèrent le monde scolaire togolais, doivent essayer de réfléchir sur le problème réel qui mine l'éducation au Togo. La fermeture des établissements scolaires ne peut être considérée comme une solution, en tout cas aujourd'hui, et pour tout le temps que la grève ou bien la crise qui oppose la STT au gouvernement durera. Je crois que les arguments qui ont milité en faveur de cette décision que je trouve scandaleuse, inique, voire irresponsable, sont des arguments... Mais le gouvernement quand même est tenu à expliquer le pourquoi il fallait accorder plus de temps. Je crois que ces arguments-là, comme je le dis, sont, pour ma part, des prétextes fallacieux, puisque le Togo, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un conflit armé, comme ça a été le cas il y a quelques mois au Mali, où le Mali était confronté à des groupes, des violences djihadistes, mais le Mali a organisé deux élections, sans que ces genres de décisions iniques que nous retrouvons de la part du gouvernement togolais. Mais le Mali a ses réalités, le Togo également a la sienne. Quand on dit aujourd'hui, c'est par rapport à l'élection, le prétexte, c'est pour l'organisation de l'élection présidentielle. Une organisation dans la sérénité, on a dit. Alors, dans la sérénité, pendant que le Togo n'est pas en conflit armé, je compare avec le Mali, qui était, le gouvernement était en proie avec des djihadistes, mais qui ont organisé deux élections en l'espace de 3 mois, les législatives et la présidentielle. Mais on n'a pas suivi ces genres de décisions iniques, comme je le dis, et dont les arguments frisent une bâtardise argumentaire. Moi, je trouve que c'est une bâtardise argumentaire. J'en ai pour preuve. Je veux juste souligner 2 choses. Prenez les revendications de la STT. Puisque quand on fait un peu recours à tout ce qui se passe depuis un certain moment dans le domaine social, où il y a grogne un peu partout, prenez cette plateforme-là et analysez bien les doléances des travailleurs togolais. Là où j'ai toujours dit, et je répète, qu'un gouvernement compétent est ce gouvernement-là qui anticipe sur les crises et sur les événements, c'est là où vous remarquerez que ces revendications qui datent de 2 ans n'ont jamais été prises en compte. J'en ai pour preuve. Il y a eu quand même des avancées. On a vu par exemple les 30 000, 20 000, 30 000. J'en viens. Il y a eu... qui sont contestés encore aujourd'hui. J'en viens. Prenez juste le vote du statut général de la fonction publique qui a été fait le 20 janvier 2013. Alors, ce vote du budget qui doit être accompagné par un décret d'application n'a jamais eu lieu. Jamais. Comment voulez-vous qu'on demande aux députés de voter une loi qui doit régir la fonction publique et que
la loi dit, après le vote, il faut un décret d'application qui n'a jamais existé. Mais dans la plateforme, il se trouve ce problème-là, qui est une revendication. Nous avons souligné l'évolution ou l'augmentation du SMIC, qui a créé une injustice sociale depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que c'est des choses qui ont été inventées? Non. Maintenant, le gouvernement trouve que la STT n'est pas la seule centrale syndicale et que tant qu'elle ne s'invitera pas dans le débat, que la situation serait telle. Les écoles seront toujours comme ça. Puisque, rendez-vous compte, quand le gouvernement parle de la STT, des revendications de la STT d'aujourd'hui, comment a-t-on fait pour que la plateforme revendicative de la STT tombe sur le bureau du gouvernement? Si au préalable, il n'y avait pas eu de discussion entre la STT et les membres du gouvernement. Les fruits des 20 000 et 30 000 sont mis à l'acquis de quelle centrale syndicale? Et pourquoi on trouve aujourd'hui que, même j'ai entendu des ministres dire que la STT n'a pas de base légale? C'est du dilatoire. C'est la fuite en avant. Vous voyez? C'est comme ça on gère les affaires au Togo. Et c'est grave. Le fait même d'appeler ceux-là qui ont déposé les revendications pose aujourd'hui problème au gouvernement. Alors que, vous m'avez parlé tout à l'heure d'acquis, alors que il n'a pas été seul à acquis, les 20 000 et 30 000, il y a d'autres acquis. Est-ce que c'est le gouvernement qui a refusé de discuter avec la synergie, puisque le gouvernement a mis en place ensemble avec la synergie, y compris les autres centrales syndicales, un cadre de discussion? J'ai posé tout à l'heure le problème comme ceci. Comment a-t-on fait pour que la plateforme revendicative de la STT tombe sur le bureau du gouvernement? Comment a-t-on fait? Première. Deuxième. Avec quelle centrale syndicale le gouvernement a-t-il discuté pour qu'il y ait avancement de 20 000 et 30 000? Dites-moi. C'est avec les autres centrales? Mais pourquoi le gouvernement trouve aujourd'hui que coûte, la STT doit s'asseoir autour de la table avec les autres qui n'ont pas... Moi j'ai entendu un secrétaire général dire que leur centrale syndicale, les revendications de leur centrale syndicale se trouvent incluses dans ce que la STT pose comme problème. Appelez la STT, discutez comme vous l'avez fait. Et ils ont eu les 20 000 et 30 000. Qu'est-ce que cela coûte aux gouvernants togolais qui ont toute l'obligation de gérer les affaires publiques comme cela se doit, d'appeler, pendant que le tissu social est en train d'être déchiré, d'appeler ceux qui aujourd'hui posent un problème légal. Référez-vous à la loi fondamentale togolaise. La loi fondamentale togolaise, à son article 37, dit ceci: l'État reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s'efforce de créer les conditions de jouissance effective à ce droit. Mais l'État a dit créer les conditions de jouissance et non de souffrance, et non de misère, et non de pauvreté. Mais c'est ça. Mais ceux qui réclament aujourd'hui leurs droits conformément à la loi fondamentale, ce n'est pas un droit, c'est un droit. On vous a assez compris. Ibrahim, est-ce que vous partagez l'avis de Ildefonse autour de la question? Non, ce que nous pouvons dire à la suite du développement fait par M. Ildefonse, c'est que à première vue, mon confrère pense que le gouvernement ne fait pas beaucoup d'efforts pour les fonctionnaires de l'administration publique. Et sur ce point, c'est sur ce point que peut-être que j'aurai des choses à redire pour dire, pour peut-être déclarer que il y a eu quand même des avancées par rapport au salaire des fonctionnaires. De 2005 à nos jours, il y a eu sincèrement des augmentations. Même si et surtout si on se réfère à la sortie du MJPG, le mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, qui, lors de sa dernière sortie, a publié intégralement le tableau des avancées sur le plan salarial. Et sur ce plan, il faut nuancer pour dire qu'un gouvernement qui ne travaille pas pour l'amélioration des conditions de ses administrés ou bien de ses fonctionnaires n'est pas un gouvernement, à mon avis, responsable.
Donc, si au Togo, il y a eu des avancées, c'est que le gouvernement a pris a pris la mesure de la chose et s'est dit qu'il faut quand même aller vers le progrès, aller vers l'émergence. Parce que quand on va aller aussi vers l'émergence, ce n'est pas le Togo qui se lève et prend un avion et va vers l'émergence. C'est tous les citoyens qui travaillent, c'est tous les citoyens qui participent à une dynamique qui propulse le pays vers l'avant. C'est pour revenir sur les salaires des fonctionnaires, pour te dire qu'il y a eu des avancées qui ont été faites. Mais les travailleurs trouvent que ces avancées ce n'est pas aussi suffisant par rapport à ce qu'ils attendaient. Ils attendaient encore beaucoup de choses de la part de ce gouvernement. Et le gouvernement n'a pas refusé, à ce que je sache, parce que tous les ministres sont passés, que ce soit sur les plateaux de télévision, sur les plateaux des radios, bien un peu dans les meetings, dans les conférences et dans les rencontres organisées avec les travailleurs, il a été dit que le gouvernement était encore en train de travailler pour revoir la grille salariale et éventuellement revaloriser de façon générale le salaire des fonctionnaires. Le problème qui se pose actuellement avec la STT est qu'il y a eu un cadre qui a été créé. Ce cadre devait être un cadre dans lequel toutes les revendications, tout ce qu'il y a comme proposition, tout ce qu'il y a comme récrimination ou suggestion devait être versé. Mais il se passe que la STT a boycotté les travaux de ce cadre. La STT plutôt a quitté ce cadre. Et du coup, ça fait que le gouvernement ne trouve plus la STT dans le cadre qu'il fallait pour discuter. Donc je me dis, et nous avons toujours dit en tant que journaliste, qu'il faut éviter, lorsqu'on est dans un pourparler, lorsqu'on est en discussion, éviter la radicalisation. Quand vous vous radicalisez, ça entre dans une option de défiance. Où se situe aujourd'hui la radicalisation? Puisqu'on voit par exemple deux camps opposés, le gouvernement qui reste campé sur sa position, la synergie également qui reste campée sur sa position. L'employeur et la STT qui est l'employé. Et dans le rapport de force? Non, pas de force. Entre employé et employeur, il y a la courtoisie. Il n'y a pas la défiance. Et donc c'est cette courtoisie-là qui manque aujourd'hui. C'est cette courtoisie qui manque et c'est la défiance dans laquelle est tombée la STT qui fait que les choses n'avancent pas. Mais au même moment, si vous permettez, au niveau de la STT, on pointe du doigt les propos de certains ministres qui ne seraient pas en adéquation avec la réalité et qui constitueraient... Il faut les rappeler à l'ordre. Quand on est dans un cadre et on discute et un ministre place un mot discourtois, je pense que dans le cadre là-bas, sur le champ, on peut rappeler ce ministre à l'ordre, poliment, pas en se levant et en criant sur lui. Poliment, on peut le faire, avec élégance d'esprit. Et là, ça amène à avoir beaucoup plus de considération à l'endroit de ces interlocuteurs, ceux avec qui nous discutons. Je pense que quand vous êtes sur un plateau, actuellement je discute avec mon confrère Ildefonse Akbaki, si je pose un comportement qui n'est irrévérencieux à son endroit, il va me le rappeler avec élégance. Et je pense que si je décide d'être singulier, il va me le rappeler, il me dira que monsieur, vous vous comportez de façon singulière et ce n'est pas digne de vous. Je pense qu'il y a des manières quand même. Je rappelle que par rapport à ces propos pointés du doigt par la STT, vous faites partie de ceux qui continuent de condamner ces propos de ces ministres entre griffes. Évidemment, nous n'avons jamais soutenu, nous n'avons jamais apprécié ce que ces ministres ont déclaré. La sortie de M. Aoumezounou au CHR, nous l'avons condamné. Les propos tenus par le ministre Maganaoué, nous l'avons condamné. La circulaire que le ministre Maganaoué a envoyée au niveau des directions régionales de la santé, de l'éducation, voilà. Mais nous l'avons aussi condamné. Nous avons dit que ce ne sont pas des attitudes qui puissent amener ces interlocuteurs, la STT, à revenir à de meilleurs sentiments et à discuter. Lorsque vous êtes en discussion, il faut poser des actes qui amènent l'autre à avoir confiance en vous. Mais quand vous posez des actes qui heurtent la sensibilité de votre interlocuteur, je pense que le dialogue est cassé et vous n'allez même plus continuer. Bon, dans le cas du cadre de concertation mis en place par le gouvernement, la STT estime que les autres syndicats ne pouvaient pas y être. Il faut rappeler que les autres syndicats avaient pris acte du relevé de conclusion que la base de la STT avait rejeté. La STT aussi a signé.
la coordination, ce qui était les représentants de la STT à cette rencontre avaient signé. C'est au retour vers la base. Sous réserve d'un point 6 qui stipulait qu'on allait rendre compte à la base, consulter la base. Rendre compte. J'ai lu, non, je l'ai lu. Consulter la base. C'était bien écrit, noir sur blanc, rendre compte à la base et non consulter la base. Et moi, quand je suis en un lieu ou bien en une discussion et que je représente une certaine entité, si je sais que ma signature, ma prise de position ne va pas engager mon camp ou bien mon organisation, je n'impose pas, je boycotte et je retourne. Parce que je ne peux pas signer et après venir me dédire. Et après venir me dire que non, cette signature ne valait pas, n'était pas une signature qui engageait ma base. Non, ça ne se fait pas. Quand on est choisi pour quelque chose, il faut assumer pleinement. Et la base aussi doit faire confiance à ses représentants. C'est ce qui doit être fait. Donc actuellement, le vrai problème, c'est le fait de dire que les autres syndicats ne vont pas être sur la même table de discussion avec eux. Ça, c'est une exclusion. Nous n'allons pas aller dans cette démarche. Nous n'allons pas aller dans cette option. Au Togo, nous voulons que les gens soient unis. Les gens sont solidaires, que les gens travaillent pour le bien de leur pays. Mais quand on dit, si tant que celui-ci est là, moi je ne vais pas m'asseoir à côté de lui, on va dans une position d'exclusion. Et ça, c'est très grave pour la nation que nous voulons créer. C'est très grave pour le pays que nous tous nous aimons, que nous avons en partage, que nous voulons amener vers l'avant. Donc il faut éviter ces actions de radicalisme. Il faut demander de la part de la STT qui, j'avoue, a des revendications légitimes, mais qui versent un peu dans le radicalisme et ça fait que les choses n'arrivent pas à aller. Il faut revenir de meilleurs sentiments, revenir sur la même table de discussion. Si les autres décident d'être des accompagnateurs du gouvernement, je pense que dans le cadre de discussion, les choses vont se dessiner. Et les Togolais ne sont pas dupes, ils en aviseront. Ils en aviseront, en tout cas, ça c'est le développement donc de Ibrahim autour de cette question. Mais aujourd'hui, certains observateurs estiment que le bras de fer est en train d'atteindre un point culminant où il faille nécessairement l'intervention d'un médiateur. La question est de savoir si vous partagez ce point de vue de ces observateurs. Laisse-moi le temps de faire une petite remarque à l'endroit de mon ami Ibrahim, que j'ai toujours apprécié, avec qui je débat très bien. Lorsque nous abordons le problème des travailleurs togolais, j'ai toujours dit que je n'ai jamais été travailleur de la fonction publique au Togo. Sur ce point, je reste toujours soudé à tous ceux qui revendiquent leurs droits, parce que c'est eux qui vivent la précarité. Ibrahim n'est pas comme certains confrères journalistes qui voient la réalité et qui n'a pas le courage de le dire. C'est en cela que quand je débat avec lui, je suis bien à l'aise et je souris. Disons-nous la vérité aujourd'hui. S'il y a eu pourrissement de la situation, s'il y a eu pourrissement et que jusqu'aujourd'hui le Front social est resté dans cet état de déliquescence, posez-vous la question, qui sont ceux-là qui lancent ces mots d'ordre de grève et de sitting et qui marchent normalement et tout bonnement sur toute l'étendue du territoire? Si on veut prendre le taureau par les cornes, c'est qui? Ce sont les premiers responsables de la STT. Et pourquoi vous refusez de discuter avec eux pour trouver un terrain d'entente une fois pour de bon? À supposer que la situation restait ainsi jusqu'au 4 mai, où s'aggravait, on fera quoi? On dira toujours qu'on n'ira pas discuter avec eux. Je rappelle qu'il y a une marche citoyenne demain, on va en parler tout à l'heure. Vous allez dire que vous n'allez pas débattre, vous n'allez pas prendre langue avec ceux-là qui aujourd'hui tiennent tout le pays en main comme ça. Non, soyons sincères. Mais je rappelle que le gouvernement n'a jamais refusé de discuter avec la synergie. Tel que Ibrahim l'a dit tout à l'heure, le gouvernement refuse la politique d'exclusion. Le gouvernement a tous les moyens, une fois avoir pris langue avec la STT, peut appeler les autres.
je dis et je précise que la plateforme revendicative a été l'œuvre de la STT. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, les autres centrales syndicales dont on parle? Nous sommes sérieux. Elles ont des bases. Qui sont les journalistes, bien sûr. Pourquoi? Vous les avez vus. Vous les avez vus convoquer leur base. Vous les avez vus. Les journalistes sont la base de ces centrales syndicales. Là. Vous pensez? Je rappelle que les journalistes sont un syndicat. C'est le syngiste, le syndicat des journalistes. Je te l'explique. La base, c'est quoi? Les 6 centrales syndicales, quand elles ont un mot à placer, on se réfère aux journalistes. C'est point final. Donc, moi, Comme la synergie également sollicite toujours la presse pour se faire entendre. Mais qui a une base. Bon, allez, au-delà de ça, au-delà de cela, j'étais très ébahi la dernière fois d'écouter 2 éminents professeurs de notre cher pays, le Togo, qui ont fait un travail très alléchant sur l'économie du Togo. Et là où c'était intéressant, c'est quand j'apprends que sur les 10 dernières années, on a pu exploiter le phosphate togolais qui a pu être travaillé, qui a été travaillé. Et donc, les chiffres montrent aujourd'hui que sur ces 10 dernières années, il y a eu 10 millions de tonnes de phosphate qui ont été d'un coût de 670 milliards. Ça, c'est les chiffres de la Banque de France. Mais les 670 milliards ont servi à quoi? Bien. Dans l'espace UEMOA, le Togo est et reste le seul pays dont le SMIC est très faible. Quand on nous apprend que le Sénégal a dépassé 35 000 francs de SMIC il y a 50 ans, vous voyez le retard? Et quand moi je sais en tant que Togolais que le Togo regorge d'une 50aine de gisements, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Ceux qui sont aujourd'hui à la STT, qui sont non pas des paltoqués, mais des érudits, des lettrés bien formés, qui posent aujourd'hui un problème réel de la gouvernance du Togo. Mais on trouve qu'ils sont tombés sur la tête. Vous pensez que tout ce qui a été élaboré est donné au gouvernement qui avait, dans un premier temps, pris langue avec les mêmes personnes, je dis bien les mêmes personnes. Le gouvernement qui a accepté un certain nombre de principes et qui revient à la charge. Mais dites-moi, dans quel pays, quand on dit qu'il y a ébullition, je rappelle en passant que le quotidien gouvernemental Togo Presse n'est pas sorti aujourd'hui parce que hier nuit, il y a eu grève. Ou dans tous les secteurs de la vie du Togo, il y a grogne. Pendant tout le temps qu'on nous bourre les oreilles que c'est une minorité qui profite des richesses du pays. Vous pensez que les gens peuvent attendre ça et se taire? Non mais attendez. Non mais attendez. Vous pensez que pendant tout le temps où les gens crient qu'ils veulent manger, que le gouvernement trouve de l'argent à coups de milliards pour organiser une élection présidentielle sur fonds propres, pendant tout le temps que les gens ont des doléances. Mais les missions d'observation de l'UE qui ont demandé au gouvernement togolais de corriger un certain nombre de principes dans l'organisation des élections au Togo pour que l'UE appuie non seulement financièrement mais aussi techniquement le Togo. Mais si les gens n'ont pas une idée noire derrière la tête, toutes les fois qu'ils nous parlent d'apaisement, on ne nous a jamais parlé d'élections transparentes au Togo. Hein. On nous dit seulement apaisement, apaisement. Apaisement, apaisement. Mais et la transparence c'est qui garantit. Mais venons-en à l'aspect de la nécessité d'une médiation. Rodrigue, oui. C'est juste un mot que je voulais placer pour dire que quand on parle d'apaisement, je pense que le Togo a besoin
de l'apaisement. Ah bon, il y a la guerre au Togo? Non, il n'y a pas la guerre, mais on ne veut pas basculer. Puisque vous savez que les élections de 2005 ont été des élections émaillées de violence. Pourquoi? Et depuis 2005, les Togolais ont pris la résolution de ne plus basculer dans la violence. C'est ce qui a fait qu'en 2007, il y a eu une élection législative civilisée. En 2010, c'était pareil. En 2013, c'était pareil. C'était une élection non agitée, une élection qui a été conduite dans la transparence et dans l'art, dans la règle de l'art. Si je reviens aux élections de 2015, tout est mis en place pour que les Togolais connaissent une élection la plus paisible et transparente. Justement sur la transparence, mais au niveau de la CENI, il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour que ces élections soient puisqu'on va revenir, on va venir tout à l'heure à ça. J'aimerais qu'on finisse de flacons d'encre indélébile. Comme ce matin, même le texte garantir le caractère transparent à ces élections. J'aimerais qu'on finisse. C'est pas pour venir et je ne sais pas, colorer les doigts des gens et c'est fini. Non. J'aimerais qu'on finisse avec le sujet. Et ça, son intérêt dans ce processus que le Togo organise. Très bien. Permettez qu'on finisse avec la synergie des travailleurs du Togo. Des salaires et autres. C'est vrai que le Togo exporte ses gisements comme tout bon pays. Mais ces ressources ne sont pas uniquement affectées qu'à payer les salaires. Il y a des domaines aussi, il y a des priorités que le Togo, si je parle des infrastructures, avant, mais disons-nous la vérité, le Togo était considéré comme un bourg parce que les rues étaient défoncées, les nids de poules un peu partout, pour allier une ville à l'autre, mais c'était difficile. Mais depuis, avec les infrastructures que nous avons, c'est avec vraiment fierté que très bien, on vous a assez compris, permettez qu'on revienne, merci, dites-moi aujourd'hui sur la question, parce qu'il faut qu'on finisse, permettez, on va y arriver, permettez, il faut qu'on finisse avec le sujet relatif à la synergie des travailleurs du Togo, donc au Fonds social, par rapport à, au recours à la médiation. Je peux te donner cette information-là, qu'un diplomate en poste au Togo, dont je veux bien taire le nom, a essayé d'approcher, d'inviter les premiers responsables de la STT. Et pas eux seulement. Il a essayé également d'approcher le gouvernement pour que ce que vous dites là soit de mise. Mais je suis sûr que ce diplomate est sur le point de quitter le Togo pour cet acte-là. Vous l'apprendrez dans les jours à venir. Et donc, c'est ce qui me fait dire que le pourrissement de cette situation-là, loin de nous le dire, puisque j'ai qualifié tout à l'heure de bâtardise argumentaire tout ce qui a servi à ce qu'on fait les établissements scolaires. Ça, c'est une bâtardise argumentaire parce qu'il y a eu des élèves qui ont fait quoi, il y a des élections. Mais c'est quand même normal parce qu'il faut sécuriser quand même, sécuriser les établissements, sécuriser le processus, comme le dit Ibrahim. Les élèves qui sortent dans la rue, comme on dirait des Rambo, des cowboys, on dirait des ninjas qui ont envahi. Non, mais c'est pas bien, il faut qu'on arrive à mettre fin à cette condition. Très bien, donc par rapport à la médiation, permettez, puisque c'est moi qui vous pose des questions, permettez qu'on revienne sur la médiation. Donc, vous estimez que ça a été un échec? Je ne trouve pas que ça a été un échec. Mais je dis que les gens ont voulu que la situation soit comme ça. Comme ça. Voilà, Ibrahim, par rapport au recours à la médiation, dans cette situation qui perdure, qui ne baisse pas de pression. Nous l'avons toujours souhaité et nous avons proposé cela. Et plusieurs fois sur votre plateau ici, nous avons dit que le moment est venu pour que... Parce qu'on a un médiateur de la République. Le médiateur de la République se saisisse de ce dossier. Parce que quand on parle de médiation, vous savez, c'est d'amener des camps qui ne s'entendent pas à faire des concessions. Ou peut-être la médiation de Madame Awanana, c'est peut-être sur le plan politique? Non. Je pense qu'elle est médiateur de la République. Elle engage tous les secteurs. Actuellement, c'est vrai qu'elle est occupée par le H-Kroun. Actuellement, elle est en tournée. Mais ce n'est pas une raison, parce que quand on est en tournée pour le H-Kroun, c'est pour parler de l'apaisement, c'est pour parler de la réconciliation, c'est pour parler aussi des réparations. S'il y a à
en tout cas à réparer, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des violences, il y a eu il y a eu des situations qui ont entraîné des torts et entraîné aussi beaucoup de gravité. Et donc vous êtes pour par rapport à la médiation? Nous sommes pour la médiation. Et moi je vais encore plus loin. Moi je dirais que à l'heure où nous sommes, et ce ne sont plus les discours des ministres là, des propos incendiaires, des intimidations de quelques ministres qui vont arranger la situation. Nous avons la chance au Togo d'avoir un président de la République qui a fait de brillantes études en économie et en gestion. Il a fait l'université de George Washington et nous savons que s'il prend sa calculatrice aujourd'hui, il descend les chiffres, il saura la décision qu'il faut prendre. Et donc vous l'interpellez alors? Nous interpellons Monsieur le Président de la République de faire aussi ce qu'il faut et de s'investir considérablement pour que cette grogne sociale trouve une solution. Une solution efficace. Et un mot par rapport à la marche de demain? À la marche de demain, sur toute l'étendue du territoire national? Je dirais tout simplement que la STT ne devait pas aller vers la marche, puisque nous savons ce que c'est que la marche dans ce pays, ce que la marche a eu comme résultat dans ce pays. Il y a des formations politiques qui vous le diront. Aujourd'hui, c'est sur le front social. Les formations politiques ont marché pendant 5 ans. Je ne sais pas si ces formations politiques ont eu le résultat qu'il fallait. Il y a eu une grande mobilisation, la marche dans les rues de Lomé. Il y a eu des cons 1, des cons 2, jusqu'à quoi, je ne sais même pas combien de décons il y en a eu. Mais cela n'a pas donné le résultat escompté. Donc, l'approche la plus crédible, celle qu'il faut vraiment, pour laquelle il faut opter actuellement, je pense que c'est toujours la concertation, c'est toujours le dialogue. En dialogue, on arrive à s'entendre. Nous demandons, ça c'est un avis personnel, nous demandons un appel personnel au niveau de la STT de retourner dans le cadre de discussion. Et c'est là qu'on posera les problèmes. Je pense que c'est ce cadre qui sied pour pouvoir... C'est le cadre approprié pour rencontrer le gouvernement et poser clairement ces deux lignes. Je pense que quand la synergie va retourner dans le cadre de concertation, ce cadre de suivi de leurs accords plutôt, et ils pourront rencontrer les gouvernements, ou même au cours quand ils vont retourner dans ce cadre, ils pourront aussi demander que les interlocuteurs, ce que le gouvernement a envoyé, soient remplacés. C'est toujours une revendication. Ça serait au niveau du cadre. Et je pense que... Je rappelle qu'ils ont intégré dans leur plateforme revendicative désormais la demande de démission donc, du ministre Florent Maganawe. Oui, Ildefonse, par rapport à la marche... C'est une revendication populiste parce que même si on démettait ces ministres, est-ce que ça donne satisfaction à la STT? C'est la grande question. Ildefonse, par rapport à la marche de demain, je rappelle que l'Alternative a écrit un article sur cette marche en reprenant une citation du docteur Tcholenyanou, porte-parole de la STT, qui dit « La marche de demain n'est plus seulement une marche des travailleurs, mais celle du peuple, celle de la liberté, point de suspension. » Oui, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord, parce que les travailleurs, pour la plupart, sont des parents d'élèves. Et ces parents d'élèves comptent avec eux leurs élèves qui sont leurs enfants. Alors, c'est devenu ce qu'il dit, c'est la marche du peuple. Et puis, vous devez vous rendre compte que quand vous prenez la loi fondamentale togolaise en son article 39, l'alinéa 2, nous dit que tout travailleur peut défendre dans les conditions prévues par la loi ses droits et intérêts, soit individuellement, soit collectivement, ou par action syndicale. Je trouve que la marche est une arme également. Ils n'ont pas dit qu'ils prendront les armes, ils ont dit qu'ils vont marcher. Et donc, je trouve qu'ils sont dans leur plein droit. Et par rapport à ce que le confrère Ibrahim a dit concernant le chef de l'État, j'ai été un tout petit peu éberlué quand il disait tout à l'heure qu'il a fait des études et qu'il peut prendre sa calculatrice, il peut faire ci, il peut faire ça. Je voulais juste exposer un certain nombre de préoccupations par rapport à la réaction du chef de l'État togolais, qui est toujours muet, à un certain nombre de problèmes qui touchent la vie de la nation. Parce qu'il a prêté serment. Quand l'unité nationale est dérangée, perturbée, le chef de l'État ne doit pas se résigner. Le chef de l'État ne doit pas garder silence. Je crois il y a quelques semaines... Et il est en train de s'exprimer. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez le cadre dont a parlé tout à l'heure Ibrahim, on ne peut pas dire que c'est un cadre qui n'a pas la bénédiction du chef de l'État. On a vu beaucoup de choses se faire. Quand le Premier ministre est allé raconter ses balivernes
ces insanités aux agents du CHR de Lomé, les a traités de tous les noms d'oiseaux. Qu'est-ce que le chef de l'État a dit à son chef de gouvernement? On serait dans un pays dirigé par des hommes civilisés, on en a des maîtres. Il n'a pas besoin quand même de communiquer autour de... Non, on allait... Il y a des décisions du gouvernement qui sont une caméra, hors caméra, on ne peut pas afficher cela. Est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous avez la certitude que le président de la République n'a pas rappelé son premier ministre à l'ordre? Est-ce que vous avez cette certitude? Je voudrais dire ceci. Le chef de l'État, je l'ai entendu il y a quelques mois dire « Je suis le président de tous les Togolais. Je suis Togolais. » Je ne l'ai pas entendu. Sur des questions, je reviens là-dessus, sur des questions qui ont d'envergure nationale, presque tous les chefs d'État prennent la parole. C'est en cela que je dis ce qui s'est passé au CHR. Même si publiquement, il n'a pas voulu mettre à nu le chef de gouvernement, le chef de l'État doit déjà dire quelque chose au sujet de ce qui se passe, ce qui déchire le tissu social dans notre pays. Vous l'avez entendu où parler? Quand il a annoncé il y a 2 ans et demi les assises dans la santé et l'éducation, qu'en est-il jusqu'aujourd'hui? Très bien. Il faut qu'on en finisse avec cette histoire-là. Oui, à quelques mots. Oui, parce que vous ne pouvez pas, je l'ai dit la dernière fois, je leur ai dit, quand vous prenez le chef de l'État togolais, qui veut être à la hauteur des dirigeants planétaires. L'exemple, je suis Charlie, il est allé, non? Et quand vous le prenez, pendant ces 10 ans qu'il a fait à la tête de l'État togolais, combien de fois le chef de l'État togolais a essayé de parler devant des journalistes pour faire l'état de la nation pendant 10 ans? Actif, 0. Contrairement à M. Hollande, qui boucle 2 ans et demi, qui a fait 5 conférences de presse sur l'état de la nation française. Je propose qu'on aille parce que les minutes sont... Les minutes. À sa façon de communiquer avec sa population. Le chef de l'État ne va pas tout le temps nous appeler les journalistes en conférence de presse pour parler de la vie de la nation. Il y a des ministres qui posent des actes. Des conférences de presse qui parlent des orientations du gouvernement, de la politique générale du gouvernement. Il y a aussi, sans oublier, qu'à chaque fin d'année, le chef de l'État souhaite ses bons voeux au peuple togolais. Si vous permettez, on va évoluer. Si vous permettez, on va évoluer. On a complètement... Il y en a qui... On a largement... travaillent énormément. Il y en a qui sont bavards mais ne travaillent pas. Donc le chef de l'État a opté, peut-être, son style c'est d'être moins bruyant sur ses actions et il le fait. Il y a des actions que nous voyons. Très bien, on va évoluer. Je rappelle que c'était le sujet principal. Maintenant, il reste quelques survols. On va parler de Mohamed Loum et son histoire de tentative de suicide. Ildefonse, par rapport à cette affaire aujourd'hui, le comportement de Mohamed Loum, quelle lecture on peut en faire? Est-ce le choix de Loum de fermer définitivement les pages de l'affaire des incendies des marchés de Lomé et Kara? Je crois, parce que j'ai cru entendre de la bouche d'un membre de sa famille la dernière fois quand moi j'ai été réveillé par un coup de fil m'informant que c'est comme ça, il a voulu mettre fin à sa vie avec une lame de rasoir. Et quand j'ai mené des investigations, c'est ce qu'il a prétendu dire. Une fois que je serai parti, cette affaire-là va prendre fin. Bon, maintenant, il faut revenir à l'historique, toucher du doigt un certain nombre de faits qui ont été posés, en disant au prime abord que une fois que les autorités togolaises ont dit que ces incendies étaient d'ordre criminel et que la justice s'en est saisie, on a ouvert une enquête et en matière de procédure judiciaire, le principe général et international qui demande que les enquêtes se fassent à charge et à décharge devait être de mise. Nous avons remarqué que ça n'a pas été le cas. Nous avons remarqué au fil des jours que l'enquête progressait, que le ministre de la Sécurité également, en violation de l'article 15 du Code de procédure pénale, a exhibé les éléments matériels pendant que l'enquête était encore en cours. Et les présumés auteurs ont été également montrés sur non seulement nos chaînes nationales, mais aussi internationales,
violant ainsi la loi de la présomption d'innocence. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas encore un procès, ils sont des prévenus. Et vous devez vous rendre compte que le corps du délit que constitue le bâtiment même a été détruit. Pour des mesures de sécurité. Comment pour des mesures de sécurité tant que le procès n'a pas été fait? Et ceux que vous accusez aujourd'hui, s'ils disent qu'ils veulent faire une contre-expertise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc en clair, pour vous, le comportement de Loum, c'est concrètement... Ah mais c'est de mettre fin à l'affaire là. À l'affaire. Une fois que le procès tarde à ne pas s'ouvrir. À ne pas s'ouvrir. Ouais. Voilà, Ibrahim, par rapport au comportement de Mohamed Loum, qui veut attenter à sa propre vie. Bon, d'un point de vue simpliste, certains Togolais penseraient que s'il met fin à sa vie, le problème des incendies, la question... Je rappelle qu'il est en quelque sorte la pièce maîtresse de cette affaire, puisque c'est sur la base de ces aveux que des gens, des personnes, y compris les personnalités politiques, sont inculpées jusqu'à ce jour dans cette affaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ont pensé à un moment donné que c'est la parole de M. Loum qui a amené les autorités à aller arrêter les gens. Et les gens oublient quand même qu'il y a quand même dans chaque État des investigations qui se font. La parole de Loum ne peut pas amener tout un État ou toute une justice à aller arrêter n'importe qui. Il y a une investigation qui se fait et au cours de l'investigation, on trouve des éléments d'appréciation et ce sont ces éléments d'appréciation qui amènent la justice à juger opportun s'il faille interpeller ou ne pas interpeller. Donc, que Mohamed Loum mette fin à sa vie ou pas, ce qui est sûr est qu'il y a eu il y a assez d'éléments, comme le disait le procureur, il y a assez d'éléments et au moment venu, si on doit aller à un procès, je pense que les Togolais verront ce qui va se passer et surtout tout ce qu'il y a comme éléments qui doivent amener les gens à comprendre ce qui passé, les fonds de cette affaire. Encore 2 minutes, on va se les partager une. On va se les partager une, mais je propose qu'on parle du processus électoral avec la CENI, cette bagarre autour du mode de transmission des résultats et sur la configuration du bulletin de vote d'Alphonse. Non mais je crois que, pour être sincère, que le gouvernement veut coûte que coûte organiser une élection la tête basse tout en fonçant tout droit dans le mur. La loi est claire. Le code électoral est clair. Le code électoral, en ses articles 102 et 103, précise la manière dont tout doit être géré. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qu'on a chassé du Tchad, un certain Clément Ganaï dont on parle, qu'on a chassé du Tchad, que le gouvernement togolais recrute pour ces élections-là, vient proposer quelque chose qui va à l'encontre de la loi qui régit l'élection au Togo. Moi, je ne comprends pas. Mais la loi est claire en ses articles 102 et 103. Mais pourquoi on organise un machin qu'on appelle succès? C'est quoi ces histoires? Donc la CENI doit pouvoir s'atteler au code électoral. C'est la loi. C'est la loi. Voilà, Ibrahim. Oui, mais il faut voir au niveau de ce succès-là. Est-ce que de ce succès-là, de ce système de centralisation des résultats et autres là, pour la présidentielle de 2015, est-ce que ce système n'est pas de nature aussi à accorder une certaine fiabilité aux résultats qui sont arrivés et à la transparence dans la centralisation des résultats? C'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas je sais pas. Donc selon vous, ça peut être envisageable. Non, ça peut être envisageable parce qu'il y a je pense qu'il y a jusqu'à trois façons de transmettre les résultats. Il y a par fax, il y a par SMS et il y a aussi un système d'appel vocal. Mais comment ça a été fait antérieurement? Comment ça a été fait? Malheureusement, nous n'avons plus le temps. C'est fini. C'est fini. Les gens estimaient qu'il y avait eu de la tricherie. C'est fini donc pour ce rendez-vous du jour de votre émission Grand Jury qui nous a permis d'aborder l'actualité sociopolitique de notre cher pays, parlant de la synergie des travailleurs du Togo, parlant également de l'affaire des incendies des marchés et également de la CENI avec le processus électoral et cette bagarre autour de la configuration du bulletin de vote et du mode de transmission des résultats. Merci donc à Ildefonse Akpaki pour la disponibilité surtout. Merci à vous aussi. Merci également à Ibrahim Acha pour la disponibilité.
Merci Rodrigue et merci à l'opportunité que vous nous offrez pour débattre de l'actualité politique. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés, que ce soit celle d'ici, donc à Espoir 47 de Pithiviers ou encore celle des médias partenaires, Radio KNTB à Lomé, Radio VGK Palimé, Radio Lumière à Anéro, le www.benradio.com sur le web et le www.togovision.com. Bien de choses à vous toutes et à vous tous. Retenez que dans cette vie, on fait le bien pour soi et le mal, on le fait également pour soi. Et par conséquent, on a besoin de faire plus de bien que de mal. Au revoir.